qui s'appelle « Ces riches qui ne paient pas d'impôts ». Alors, elle va ce matin nous entretenir du fait que les fondations constituent une entorse aux finances publiques et une menace à la démocratie. Alors, je lui cède immédiatement la parole et, comme dans le cas de Pierre-Philippe, on aura ensuite un espace d'échange pour poser des questions ou faire des commentaires sur la présentation. Alors, Madame Alpin. Merci. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous adresser la parole et de vous parler des fondations. Lorsque j'ai écrit le livre « Ces riches qui ne paient pas d'impôts », j'ai commencé à l'écrire en 2002. Lorsque je suis arrivée sur le sujet des fondations privées, puis j'avais comme tout lu là, ce qui avait rapport avec les fondations publiques, privées, je me questionnais, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait que j'ai l'impression que c'est pas correct, les fondations privées? Bien, à cette époque-là, personne n'en parlait. Et je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde qui en parle aujourd'hui. Mes félicitations. Donc, je vais commencer la présentation. Débutons par clarifier c'est quoi une fondation publique, c'est quoi une fondation privée. Parce que moi, mon sujet d'intérêt, c'est les fondations privées. Les fondations publiques, j'en ai pas vu qui me font dresser les cheveux. Donc, un petit exercice, la fondation Mira, d'après vous, ça serait une fondation publique ou une fondation privée? Publique, évidemment. La fondation Chagnon, privée. Donc, une fondation privée versus une fondation publique, ça se caractérise par deux, principalement au niveau du pouvoir. Qui détient le pouvoir de la fondation? Lorsqu'on est dans une fondation privée, c'est soit une personne qui contrôle la fondation ou un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre eux. Donc, lorsqu'on fait face à un de ces deux critères-là, on fait face à une fondation privée. Donc, évidemment, on parle des fondations privées de charité. Et là, je me suis posé la question à savoir, c'est quoi la charité, finalement? Et peut-être vous connaissez un petit peu cette anecdote-là qui est arrivée à l'automne 2012. Le policier de New York qui a acheté... Oui, qui la connaît? Il y a quelqu'un qui vous voudrait rapidement expliquer qu'est-ce qu'il en était? Enfin, j'y vais. Donc, ce policier a acheté des chaussures à cette personne-là à New York. Et quelques mois plus tard, les journalistes ont retourné voir cette personne-là. Et la personne était toujours pieds nus. Fait qu'ils ont demandé où t'as mis les chaussures que le policier t'a achetées. Fait qu'ils les avaient mis dans son sac pour pas se faire voler. Comme on aurait présumé qu'ils les auraient vendus pour acheter des choses. Ça, c'est la charité romaine. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent à quoi fait référence cette image? Oui? C'est la fille, c'est son père qui lui donne le lait maternel parce qu'il est en prison. C'est la seule façon qu'elle a de le nourrir. C'est incroyable, hein? Ça... Merci, madame. Quel a été le commentaire? Bon, moi, j'ai une formation de comptable, je suis fiscaliste, je suis spécialiste en... Bon, j'ai pas une formation pour être capable de qualifier c'est quoi la charité en tant que telle, mais pour moi, la charité, c'est prendre quelque chose qui t'appartient puis le donner. Et de le donner avec une intention. Le dictionnaire Larousse dit « La charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien du prochain ».
Donc, ma question aujourd'hui, un peu comme, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film The Corporation de Michael Moore, où est-ce qu'il se disait, on dit que les sociétés par action sont des personnes morales. Donc, dans le film The Corporation, on disait, voyons quel genre de personne morale que c'est, évaluons quel genre de, si c'était un être humain, quel genre d'être humain que c'est finalement. Et dans le film, on concluait que ça serait un être humain psychotique et dangereux. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, on dit que les fondations de charité les fondations privées sont des organismes charitables. Donc, je me pose la question, est-ce que les fondations privées sont finalement des organismes réellement charitables? Premier élément d'analyse, je vais comparer, parce que on peut parler, dans mon premier livre que j'ai écrit en 2002, que c'est riche qui ne paie pas d'impôts, je parlais beaucoup de la Fondation Chagnon, puis j'ai beaucoup analysé les choses, mais j'avais pas des données, ma réflexion était nouvelle, personne parlait de ça, ni au Québec, ni ailleurs. Donc, et au fil des années, depuis 10 ans, je pense que j'ai des bons arguments maintenant, et le premier... Un des bons arguments que je trouve, c'est de comparer la charité des fondations privées avec la charité des contribuables en moyenne au Canada. Est-ce que les fondations privées sont finalement plus charitables que vous et moi? Donc, j'ai regardé la moyenne des ménages, l'impôt qu'ils paient, les dons qu'ils font. J'ai fait le total et je l'ai comparé avec le pourcentage de la richesse des ménages et j'ai fait la même analyse chez les fondations privées. Les statistiques nous permettent de faire ça. Donc, après ma barre, vous diriez que les ménages sont plus généreux que les fondations privées? Donc, les ménages dépensent en moyenne à chaque année 9 % de leur richesse aux impôts et aux dons. Donc, les ménages contribuent jusqu'à 9 % de leur richesse à la société, si on veut, où ils sortent de leur patrimoine cet argent-là pour le bien public. Et si on compare avec 5 fondations privées, la Fondation Chagnon, Molson, Coutu, De Sèvres, puis Lee Cushing, le pourcentage, 4 % qu'ils donnent par année de leur... Ça, c'est de l'information qui est publique, vous êtes capable de le savoir. Donc, 4 %, 9 %, basé sur ces chiffres-là, on ne dirait pas que les fondations privées sont plus charitables que la moyenne des contribuables canadiens, ça, c'est certain. Pourquoi les fondations privées ne donnent que ces 4 fondations privées-là ne donnent que 4 % de leur capital? C'est parce que les lois fiscales le permettent. Les lois fiscales sont faites d'une manière telle que, dans ma loi, pour conserver le statut de fondation privée, il faut obligatoirement que la fondation donne à chaque année à la société pour des fins sociales, pour les objectifs qu'elle s'est établis à elle, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Donc, elle doit dépenser à chaque année 3,5 % du capital après toutes les dépenses d'administration. Donc, les dépenses d'administration sont compilées dans ce montant-là de 3,5 % du capital. Et pourquoi? Pourquoi que c'est 3,5 %? Ah, je ne veux pas que vous lisiez tout de suite. Pourquoi que c'est 3,5 %? J'aimerais que quelqu'un me dise pourquoi que c'est 3,5 %. Je sais que les périodes de questions, c'est à la fin, là, mais y a-t-il quelqu'un qui connaît pourquoi que c'est 3,5 %? C'est extrêmement important que vous sachiez ça. Ça, c'est la clé de se sortir de toute cette situation-là. Pourquoi c'est 3,5 %? Avant, c'était plus élevé que ça. Avant, jusqu'en 2010, il y avait même une règle de 80 % du capital. Jusqu'en 2004, c'était le 3,5 % était 4,5 %. Donc, c'était plus élevé que ça avant. C'était, au fil des années, réduit à 3,5 % parce que les taux de rendement
ont été réduits au fil des années. Donc, pourquoi qu'on veut s'assurer que le taux, on appelle ça le contingent de versement, pourquoi on veut s'assurer que la charité, l'obligation charitable des fondations privées ne sera pas élevée que le taux de rendement moyen du capital? Pourquoi? Pour ne jamais réduire le capital. Et je reviens à votre présentation PPL, c'est ça? Donc, pour ne jamais entamer le capital. Et ça, c'est pas quelque chose qui sort de ma tête, là. Ça sort du budget 2004. C'était écrit noir sur blanc. On disait, bon, je vous laisse le lire. Donc, les personnes, est-ce que vous avez terminé? Donc, les personnes qui donnent, c'est écrit dans le budget 2004 du gouvernement fédéral et c'était adopté au Québec par mesure d'harmonisation. Donc, c'est écrit que les personnes qui donnent ne veulent pas, c'est leur intention de garder le capital dans la fondation. Leur intention, c'est de ne pas donner le capital à la société, mais seulement le rendement du capital. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Vous l'avez souligné, hein, Pierre-Philippe, parce que ces gens-là ont un désir d'éternité, ont un désir d'être éternel. Une pierre tombale, ça s'effrite, on ne va plus au salon, on ne va plus dans les cimetières. Donc, les fondations privées, la fondation Rockefeller est encore bien présente et bien riche. C'est ce qu'on souhaite. Ces personnes-là souhaitent donner, mais garder le capital dans leur fondation pour l'éternité. Et vous avez l'exemple de la fondation Lucie-André Chagnon, que je vous ai basé sur des états financiers de la fondation, d'ailleurs. Donc, l'an 1, on a commencé avec un actif de 1,4 milliard. En 2006, on avait un actif de 1 milliard 375 millions. Et en 2010, on avait un actif d'encore 1 milliard 333 millions. Donc, l'actif initial reste quasiment intact. Et vous voyez que la charité est même moins élevée dans le cas de la Fondation Chagnon que le rendement du capital dans bien des cas. Et à cause des frais d'administration. Donc, une fondation, le fait de garder une richesse comme ça, perpétuelle, ces règles-là dans leur ensemble, moi, je pense que c'est une menace à la démocratie. Je vous invite à lire, et je ne suis pas la seule à le penser, je vous invite à lire cette citation-là, et je vais vous dire par la suite c'est qui. Donc, qui aurait dit ça aujourd'hui? Qui aurait dit ça, pas aujourd'hui, mais à un certain moment donné? Pardon? Quelqu'un dit le gars de la banque. Ouais. Vous diriez que c'est quelqu'un c'est récent? Vous diriez que ça date de 1900, 2000? Le monsieur qui était tanné de l'Angleterre, puis qui a décidé de faire de l'Amérique les États-Unis d'Amérique, puis qui a co-rédigé l'acte de constitution, a dit ça. C'était pas un cave, là. Une autre personne a dit quelque chose d'important par rapport à la richesse perpétuelle et la menace à la démocratie. Qui a dit ça? Carnegie, l'homme le plus riche de la Terre durant ces années-là, a lui-même dit ça.
Donc, la menace à la démocratie et toutes les règles actuelles des fondations privées, le fait qu'une fondation, la loi de l'impôt permet aux fondations privées d'être perpétuelles, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a inquiété les fondateurs de l'Amérique. C'est quelque chose qui a inquiété les hommes les plus riches de la Terre. Et c'est quelque chose qui a donné lieu à plusieurs commissions d'enquête aux États-Unis. Et je vous ai mis en citation quelques conclusions des commissions d'enquête les plus importantes sur la question aux États-Unis, où est-ce qu'on dit que c'est un problème important, c'est une menace à la démocratie, et c'est clair. Donc, un bel exemple de menace à la démocratie, on peut prendre la fondation Bill Gates, qui détient des actifs nets de 33 milliards, un budget d'opération de 2,6 milliards, si on le compare avec l'Organisation mondiale de la santé. Un autre exemple de menace à la démocratie, l'immeuble que vous voyez à gauche, c'est les nouveaux bureaux de la Fondation Gates, qui ont coûté 1 milliard. Et ici, vous avez, est-ce qu'on a besoin de ça? En haut, vous avez les bureaux de l'Organisation mondiale de la santé, puis en bas, vous avez les bureaux de Department of Health, du gouvernement des États-Unis. Donc, on a déjà nos institutions, on n'a pas besoin de doubler les choses. Il y a de l'argent qui est dépensé dans ces institutions-là pour les faire fonctionner, pour les construire. Ce n'était pas nécessaire d'avoir un immeuble à Seattle qui a coûté 1 milliard, qui était financé principalement par l'argent des contribuables. Donc, la richesse éternelle des fondations privées crée non seulement une menace à la démocratie, mais ça crée aussi une entorse aux finances publiques. Et voilà votre deuxième argument le plus important, ou concurremment autant important que le premier. Ici, vous voyez comment ça fonctionne. Le fondateur d'une fondation privée donne de l'argent à sa fondation privée, souvent la super richesse qu'il ne sera jamais capable de dépenser durant son vivant. Donc, il donne cet argent-là à la fondation privée. Il reçoit en contrepartie l'année 1, l'année de la création de la fondation. Il reçoit un crédit d'impôt qui est à peu près égal à 50% du montant qu'il a donné. Durant la vie de la fondation privée, qui est l'éternité finalement, la fondation privée est non imposable, donc deuxième cadeau d'impôt. Et par la suite, ce que reçoit la société à chaque année, c'est 3,5% du capital. Donc, si vous faites les calculs, ça prend environ 20 ans à 30 ans à la société pour rentrer dans son argent dans ce deal-là. OK? Parce que d'une part, la société, l'an 1, fait un cadeau d'impôt de 50%. À chaque année, elle ne charge pas d'impôt à la fondation privée. Et ce qu'elle reçoit en retour, la société, c'est uniquement 3,5% du capital. Si on fait un exemple avec la Fondation Chagnon, donc, le fondateur, à l'année 2000, il a reçu un crédit d'impôt d'environ 700 millions. On ne sait pas exactement c'est combien de crédit d'impôt, mais moi, la première fois, j'ai analysé la Fondation Chagnon en 2002, puis je l'ai écrit dans mon livre. Je mettais 700 millions, puis je me suis jamais fait dire que c'était pas ça. Puis ça corrobore avec les taux de crédit d'impôt. Donc, le fondateur reçoit environ 700 millions de crédit. La famille Chagnon a reçu environ 700 millions d'économies d'impôt. La Fondation Chagnon ne paye pas d'impôt sur des revenus d'environ 100 millions par année. Puis en contrepartie, depuis l'année 2000, la Fondation Chagnon a retourné dans la société 400 millions de dollars. Donc, encore aujourd'hui, il y a un déficit d'au moins 400 millions. Donc, lorsqu'on demande à la Fondation de nous aider, c'est à nous qu'on demande d'aide. C'est incroyable qu'on a à faire ça parce que c'est notre argent. Pour vous donner une idée de grandeur du problème, il y a 5000 fondations privées au Canada qui sont dans ce pattern-là.
Oui. OK. Donc, je vais prendre votre micro. Donc, c'est important de comprendre les chiffres parce qu'un coup qu'on comprend les chiffres, on a notre meilleur argumentaire politique parce que c'est indéniable. Donc, ici, la façon que ça fonctionne, c'est que l'an 1, c'est-à-dire à l'an 2000, la Fondation Chagnon a été constituée, il y a eu un don et le donateur, vous m'entendez bien, hein? Oui. Donc, le donateur a reçu un crédit pour don d'environ 700 millions, mais ça pourrait même être plus élevé que ça, parce que pour X raisons qui n'est pas nécessaire d'expliquer maintenant. Donc, ça, c'est de l'argent que les contribuables, on n'a pas reçu, puisqu'il n'a pas payé d'impôts. Donc, il y a eu une économie d'impôts de 700 millions, fait que c'est un trou dans les finances publiques, si on veut. Après ça, à chaque année, les revenus d'intérêt qui sont accumulés dans la Fondation, il n'y a pas d'impôt là-dessus, la Fondation est non imposable. Donc, encore une fois, c'est de l'argent que les Québécois ne perçoivent pas en impôts, et les Canadiens aussi, puisqu'on a 2 paliers d'imposition. Et là, si vous regardez les états financiers de la Fondation Chagnon, puis vous compilez tout ce qu'ils ont donné jusqu'à présent, incluant les frais d'administration, vous vous apercevez que le total, c'est environ 400 millions au 31 décembre 2012, incluant les frais d'administration. Donc, la Société a donné depuis 12 ans à la Fondation Chagnon, la Société a donné des économies d'impôts totalisant au moins 800 millions, 900 millions. Là, il faudrait calculer ce 100 millions-là non imposables à chaque année. Donc, disons 700 millions dans l'année du don, plus, on va dire, un autre 100 millions, 200 millions, qui est le revenu de placement non imposable à chaque année. Donc, hypothèse, disons 800 millions pour être très conservateur. Donc, la Société a donné des cadeaux de 800 millions en économie d'impôts. Et en retour, ce qu'elle a reçu jusqu'à présent, selon les rapports financiers, c'est 400 millions, incluant les frais d'administration. Ici, je pense que je vous en... Ici, vous voyez l'ampleur des dépenses d'opération. Sur cet acétate-là, vous voyez un petit peu l'ampleur des dépenses d'opération. C'est environ 12 à 15 millions par année. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que les fondations privées, ce sont des organisations, des personnes charitables? Non, à mon avis, ça me semble plutôt être des organisations qui sont encouragées par le régime fiscal à représenter un entorse aux finances publiques. Vous comprenez pourquoi c'est un entorse aux finances publiques, hein? C'est un mythe de penser que ça apporte quelque chose à la société. Donc, et une menace à la démocratie, c'est bien clair. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Déjà, il y a des gens au micro. Alors, on va faire comme tantôt, s'il y a, dépendant si c'est une question ou un commentaire, puis Brigitte, de temps en temps, pourra répondre là, aux interventions de la salle. Bonjour, merci beaucoup. Carole Gélina du Rock FM. On se fait souvent dire, j'entends des gens dire « Oui, mais
Moi, je pense qu'il y a 3 solutions possibles. Parce que on peut parler des chagnons. Moi, ça fait 10 ans que j'en parle des chagnons. Puis on peut parler de Bill Gates, on peut parler de toute la gang, mais tout doucement, comme vous le savez, il y a des enfants qui ne mangent pas, il y a des personnes qui sont malades. Il faut commencer à agir, là. Donc, je sais que vous agissez, mais Donc, il y a 3 solutions. En tout cas, moi, je pense qu'il y a 3 solutions possibles. Les principales solutions, selon moi, sont augmenter l'obligation charitable. En ce moment, c'est 3,5 %. Aux États-Unis, c'est 5 %. Donc, on doit obligatoirement dépenser 5 %, pas 3,5 %. Puis moi, je pense que ça devrait peut-être même aller jusqu'à 8 %. Parce que d'endurer que des fondations privées soient perpétuelles dans l'éternité avec des taux d'obligations charitables de 3,5 %, c'est pas acceptable, surtout dans un pays lorsque les finances publiques tombent en crise. C'est de continuer à satisfaire le souhait des milliardaires d'être perpétuel, c'est quelque chose qu'on n'a plus les moyens d'endurer. Barack Obama est très soucieux de ça aux États-Unis. Il veut augmenter l'obligation charitable aux États-Unis de 5 % et la monter davantage. Donc, c'est quelque chose qui est politiquement facile à demander. Et si on enlève le caractère perpétuel des fondations privées, on règle beaucoup de problèmes. Donc, merci. OK. Je vais juste rapidement vous donner les 2 autres, si vous le voulez. OK. Donc, deuxième chose, imposer une taxe. Pourquoi que les fondations privées sont non imposables? Il y a toute une partie du capital qui est jamais destinée à la charité. Pourquoi ce capital-là ne deviendrait pas imposable? Donc, il y aurait lieu de distinguer à l'intérieur même des fondations privées, c'est quoi qui est de la charité, puis c'est quoi qui est d'autre chose, puis d'imposer l'autre chose à sa juste... selon la juste part d'impôt qu'on impose à tous les contribuables. Et le troisième, là, il est bien important. Il y a comme un petit twist là, pour le maîtriser. Vous avez compris que finalement, le donateur fait un don à sa fondation, il reçoit un crédit d'impôt égal à 50 % de son don, mais que finalement, ce montant-là, il n'est jamais utilisé à de la charité, c'est juste le rendement sur le capital qui est utilisé à de la charité. Alors, il y a lieu de se questionner à savoir, au niveau légal, est-ce qu'on a affaire avec un don? Moi, dans ma loi de l'impôt, ailleurs, dans ma loi de l'impôt, il y a beaucoup de règles qui, dans des cas similaires, on dit non, il n'y a pas de don ou il n'y a pas de transfert parce que tu ne peux pas donner et retenir en même temps. Donc, si tu veux réellement donner puis recevoir ton crédit d'impôt, il ne faut pas que ça soit une façon que tu donnes puis que finalement l'argent reste dans ta fondation puis c'est juste le capital que tu dépenses. C'est juste le rendement sur le capital que tu dépenses. Donc, il y aurait lieu de limiter le crédit pour don dans le cas où est-ce que présentement on fait affaire avec des fondations perpétuelles dans le temps. Merci. Sur la question là, qui a été posée là, sur les fondations publiques, je ne connais pas tellement le domaine de la santé, mais dans le domaine de l'éducation, il se passe des choses aussi à ce niveau-là. Vous savez qu'il y a à peu près plus un cégep dans la province qui n'a pas sa propre fondation. Et quand on regarde ce qu'ils font avec l'argent des rendements, bon, il y a des choses sur lesquelles on peut quand même se dire c'est pas si pire, mais à certains endroits, l'argent qui est dépensé par la Fondation à chaque année va, d'une certaine façon, aller directement dans la mission du collège. Par exemple, on va acheter du matériel, on va renouveler le matériel dans un département, matériel technique. Alors ça, évidemment, ça veut dire que s'il n'y a pas de fondation, bien, il faut fonctionner avec des choses qui sont de plus en plus désuètes. Alors donc, les fondations se substituent d'une certaine façon à la mission des établissements qui devrait être financée, évidemment, par les subsides publics. Alors, on a, petit encart publicitaire, il y a un texte là-dessus sur le site de la FNEC. On a fait une enquête sur les fondations.